Surtout toi. Ça tombe bien aussi parce que c'est notre journée où on reçoit notre ami Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Puis il avait mis dans ses sujets, justement, Adrien, pour nous, quelque chose qui concerne Hydro-Québec, parce que là, on a appris que SNC-Lavalin est comme tassé, là. C'est-tu parce qu'ils ont fait des magouilles ou parce que là, ils ont osé s'impliquer avec un autre projet? On a décidé de tasser SNC-Lavalin. Hydro-Québec, Adrien, là. D'abord, salut, Adrien, ça va bien? Salut, ça va bien, oui. Ouais, ben oui. T'as écouté un petit peu, là, je pense, l'entrevue que je viens de faire avec Jean-François Bertrand. Hydro-Québec, finalement, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, eux autres, hein? Ouais, c'est un monopole, puis deuxièmement, ça appartient à l'État, alors, ils ont pas mal de pouvoir, là, t'sais. Bon, mais je veux dire, si c'était... Bon, c'est une société d'État. Mais si c'était pas une société d'État, c'était juste, je sais pas, quelque chose dans le ministère, je sais pas quoi. Il me semble qu'il faudrait que ce soit à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on sache, comme là, ils décident qu'ils veulent arracher un boisé de je sais pas combien, 100 km de long sur un demi-kilomètre de large. On arrache tout, puis ça devait être en 2015. Ils décident de faire ça tout de suite en 2013. Ils avertissent pas personne. Il me semble que le monde devrait être mis au courant de ça, des projets qu'ils veulent faire de même, eux autres. Ben, mettons que c'est TransCanada Pipeline. Puis qu'il allait. Ouais, c'est ça. C'était la pipeline. Tu penses-tu, toi, qu'il serait capable de commencer à faire ça, là, sans que. En plein de réserve indienne, puis tout? Ben, non, tu sais. Jamais de la vie, hein? Ben non, tu sais, tous les environnementalistes, le gouvernement, le ministère de l'Environnement, tout le monde serait sur leur dos, là, tu sais. Là, c'est Hydro-Québec, alors, oups, tu sais. Non, mais Hydro-Québec, c'est comme c'est un petit empire à l'intérieur du gros empire, là. Ah, c'est l'enfer. Ah, oui, c'est sûr. Là, toi, tu veux me parler du fameux projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Muskrat Falls, à Terre-Neuve et Labrador. Puis SNC-Lavalin, eux autres, avaient appliqué pour avoir le contrat là-dessus. Puis c'était fait dire par Hydro-Québec, si vous allez travailler sur ce chantier-là, on vous barre ici. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, il y a une grosse chicane entre Hydro-Québec et Terre-Neuve sur la construction de ce barrage-là de Muskrat Falls. Ce qu'ils veulent faire au Labrador, là, c'est ils veulent, tu sais, les autres sont pognés à vendre l'électricité à Hydro-Québec en vertu d'un vieux contrat qui a été signé bien longtemps. Pas cher, là. Je pense que c'est un quart de scène. Ah ouais, c'est fou. C'était comme pour 50 ans, ou je sais pas trop, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils l'ont signé le contrat. Alors, ils n'auraient pas dû le signer, mais là, ils disent, oui, c'est vrai qu'on l'a signé, mais on s'est fait avoir, en tout cas. Peu importe, mais alors, ils sont vraiment, ils disent qu'ils aiment pas trop Hydro-Québec. Et là, Danny Williams, qui a été jusqu'à récemment premier ministre là-bas à Terre-Neuve, a dit, OK, nous autres, on va essayer de passer à côté d'Hydro-Québec parce qu'on voudrait, on voudrait avoir notre propre électricité. Ouais, ben oui. Deuxièmement, on voudrait en vendre aux États-Unis. Bon. Alors là, en voulant en vendre aux États-Unis, il aurait fallu qu'ils passent par les lignes d'Hydro-Québec. Puis donc, ils ont approché Hydro-Québec. Ah ouais. Et ils ont dit, on pourrait-tu passer par votre réseau pour aller en vendre aux États-Unis, ce qu'on a trop. Du Labrador, ils font une ligne qui vont rejoindre l'autre ligne, puis après ça. OK. Alors là, Hydro-Québec a dit, non, on est plein. Sure. Exactement. Alors, sure, on le sait-tu, on le sait pas. Tu sais, si Hydro-Québec, distribution, si la section d'Hydro-Québec qui est propriétaire des lignes de transmission était une entreprise privée, parce qu'elle pourrait vendre ça, la distribution ferait de l'argent avec. Ben oui, puis là, alors, tu sais, s'il y a de la place dans le tuyau, on va dire, OK, vas-y, go. Au lieu de pas s'en servir, la place, là, ouais. Mais là, étant donné que Hydro-Québec est propriétaire des barrages, du transport, puis de la distribution dans les villes, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui veut faire concurrence en construisant une usine, je sais pas moi, un barrage à quelque part là, à Muskrat Falls, passer par les lignes d'hydro pour aller aux États-Unis, ils vont dire non. T'sais. Alors donc, la chicane est un peu poignée de ce côté-là. Et ça pour dire que SNC-Lavalin, eux autres, ils ont bidé sur le contrat de Muskrat Falls, c'est un gros contrat, tu sais. Et Thierry Vandal lui-même est allé à appeler Pierre Duhem. Le boss d'Hydro-Québec, le Thierry Vandal. Le boss d'Hydro-Québec a appelé le boss de SNC-Lavalin, puis il a dit, écoute bien mon chum, si tu veux soumissionner sur ce contrat-là, nous autres, là, on ferme les ventes, t'auras plus 5 cents. Ouais. Alors, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont soumissionné, puis ils se sont fait couper apparemment, c'est ce qu'on dit dans le journal. Là, ils ont été mis en pénitence par Hydro-Québec. Ça, c'est en rapport avec le projet de la Romaine, là? Ben oui, entre autres, oui, puis tous les projets futurs. Alors, tu sais, ce qu'on voit, c'est que ils ont bien le droit, là, mais tu sais, le problème, c'est que c'est gouvernemental, cette affaire-là. Il y a toutes sortes de pressions. Et c'est une guerre, finalement, c'est un peu une guerre politique entre le Labrador et entre Terre-Neuve, c'est-à-dire, puis le Québec. Et on voit là que Hydro-Québec est finalement rien qu'un instrument politique là-dedans qui appuie le ministre... Mais pour Terre-Neuve aussi, là...
c'est un bon move. On a vraiment l'impression que les Américains ont plus bien besoin de notre électricité. Les autres aussi, c'est peut-être pas un bon move de faire ce qu'ils font là. Alors ça, on le sait pas. Puis ce qui est beau quand c'est une compagnie privée qui fait ce genre de gageure-là, ben si le gars se casse la gueule, c'est fou, c'est pas notre argent. C'est ça. Puis s'il fait des centaines de millions de profits parce que il a réussi à imaginer qu'en 2020, il va avoir un manque d'électricité, puis le prix va monter à 18, 40, 60 cents le kilowattheure, tant mieux. Là, le problème, c'est qu'évidemment, là, c'est le gouvernement, toutes ces affaires-là, c'est gouvernemental, ou des filiales du gouvernement, puis s'il y a une erreur, ben c'est encore le contribuable qui paye, ou le client. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Une autre affaire à suivre avec nos amis d'Hydro-Québec. Ouais. Coudon, le centre commercial 1030 à Brossard, près du pont Champlain, fait jaser beaucoup, là, je sais pas trop. Là, il y en a qui trouvent ça laid, il y en a qui trouvent ça beau, il y en a qui trouvent que il y a de la foire là tous les soirs, la bataille pogne. Tu penses quoi, toi, du projet du 1030? Moi, j'ai eu des bureaux à Brossard pendant plusieurs années, puis je passais devant ça au début, quand ça commençait à construire, puis je me disais, faut-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils construisent là? Moi, ça va être quoi, là? Ça va être un champ au milieu de nulle part, mais finalement, Devimco, là, ceux qui ont construit ça, il faut quand même être impressionné, là. Là, ils créé une ville, là. Ah, complètement, là. Et là, ils parlent qu'éventuellement, là, ils sont en train d'ouvrir le square du quartier 1030, et ils prévoient continuer à agrandir, puis ils vont devenir éventuellement le deuxième regroupement commercial en importance après Edmonton Mall. Le West Edmonton Mall. Le West Edmonton Mall. Moi, je suis jamais allé au West Edmonton Mall, mais c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Ça continue de grossir d'ailleurs. Là. Ouais. Alors donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Là, il y a eu un investissement d'à peu près 825 millions dans la ville de Brassard. Alors, tu comprends bien que le maire est de bonne humeur. Et on parle là que ça pourrait attirer, je pense, 22 millions de visiteurs éventuellement par année, ce qui est beaucoup. Là, quand tu penses promenade Saint-Bruno, c'est 8,1 millions, puis le maire Champlain, c'est 6,4 millions. Alors donc, 22 millions, là, c'est du trafic à la messe, tu sais. Mais c'est un beau succès. Et c'est un succès... il y a des condos, il y a tout. Il y a des grosses maisons. Les joueurs de hockey, ils sont allés s'installer leur maison là parce qu'ils pratiquent à côté. Oui, c'est ça. Puis là, ils veulent faire des parcs, ils veulent faire des pistes cyclables. Je pense que la Banque nationale est allée se faire construire un bureau là aussi. Oui, il y a des comptables, des consultants, il y a même des cliniques médicales qui s'en viennent, les institutions financières. Mais est-ce qu'on déplace quelque chose, Adrien, dans le sens que le boulevard Tachereau, lui, va-tu mourir? Ben, écoute, c'est comme n'importe quoi. Il va être obligé de s'adapter. Là, le boulevard Tachereau, là, il va se trouver une autre vocation. Mais moi, je trouve ça intéressant. Ils ont pris une chance. C'est un investissement important. Et puis, là, ça marche. Mais ce qui me fait plus rire, vraiment, c'est que là, quand tu regardes les écolos, là, les melons, qui sont verts à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Donc, c'est un peu des communistes à l'intérieur. Là, eux autres, là, excusez-moi, mais c'est les écœurs, parce que c'est un peu... C'est entreprise privée, puis ça n'a pas été planifié, puis il n'y a pas eu des réunions de consensus, puis des réunions pour dire comment il fallait faire ça. Eux autres, les entrepreneurs sont partis, puis ils l'ont fait. Et là, je lisais François Cardinal dans la presse, là, qui est l'éditorialiste écolo gauchiste, là. Et ça m'a fait rire parce que le titre, c'est « Un changement d'orientation s'impose au quartier 1030 ». Ça marche. Donc, il faudrait arrêter ça, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faudrait changer ça. Il faut changer ça parce qu'il n'y a pas de trottoir pour les piétons, puis c'est fait un peu à la sauvage capitaliste. C'est fait un peu à la style la Floride aussi, un peu. C'est ça, tu sais, mais c'est ça t'as des entrepreneurs qui font des affaires, puis c'est sûr qu'il y a peut-être des choses à améliorer, mais comme lui-même dit dans l'article, ils s'en rendent compte, tu sais. Alors là, c'est quand même commence à avoir un petit peu de chicane les soirs, il y a peut-être des petites gangs de rue, mais c'est sûr que ça fait 22 millions de personnes qui traversent. Ils donnent un choix du monde, ceux qui veulent y aller, qui y aillent. Ceux qui n'aiment pas ce style d'affaires-là, ils viendront ici sur le plateau Mont-Royal, où c'est tous des petits commerces avec des rues, ou ils iront dans le vieux Saint-Lambert, où ils ont gardé un cachet, le vieux Saint... Tu choisis ta place après ce que t'aimes. S'ils n'aiment pas ça, eux autres, ils ont pas y aller, là. Ben non, mais c'est pas ça. Eux autres, leur job, là, c'est de nous dire ce qui est bon pour nous autres, les écolos, là, ici. Eux autres, ils savent ce qui est bon pour nous autres. Alors, ils disent que là, il faut réorienter le 10-30 parce que là, ça devient trop commercial puis ça a trop de succès. Bon, alors, c'est typiquement gauchistes, là, ils n'ont pas été capables de participer à la création de cette affaire-là, donc ils sont jaloux. Puis, dis-moi non, la Caisse de dépôt. Est-ce que la Caisse de dépôt a fait un bon coup? Ben écoute, Adrien? Tu sais, toi puis moi, qu'on aime ça taper sur la tête de la Caisse. Dans l'autre fois, on racontait que
Teachers, là, le fonds de pension des enseignants de l'Ontario avait fait quasiment 50% de mieux en termes de rendement. Il a fait 9 à peu près, puis la Caisse a fait 6. Mais bon, tu sais, de temps en temps, il font des bons coups, même si au total, c'est pas terrible. Et ils en ont fait un bon récemment, puis ça vaut la peine d'en parler. CGI, qui est une grosse compagnie d'informatique, a acheté l'an passé une compagnie qui s'appelle Logica en France. En fait, c'est une compagnie mondiale, mais basée en France. Et une grosse acquisition, les cas, ça a fait passer leurs employés, je pense, de 31 000 à 69 000. Hey, c'est rendu gros. Donc, ça a doublé la taille. Donc, grosse acquisition. Et ils ont eu l'appui de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt a investi dans CGI l'an passé, il y a à peu près 12 mois. Ils ont investi, les actions à ce moment-là étaient à 22 $. Ouais. Et cette semaine, les résultats de CGI sont sortis. Les premiers résultats financiers qui tenaient en compte vraiment l'acquisition de Logica. Ouais. Et on voit là que vraiment là ça pète le feu. Les profits sont en hausse de 46%, les revenus sont en hausse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que CGI a dit que leur acquisition de Logica, ça allait vraiment très bien et très vite. Ça allait plus vite que prévu. Et puis les épargnes qu'ils avaient chiffrées à 300 millions sont maintenant, on s'attend maintenant à ce que ce génère, qu'ils réussissent à faire 375 millions d'épargnes. Alors le prix de l'action a bondi sur cette nouvelle-là d'à peu près 18%. Ce qui fait que la Caisse qui avait acheté les actions l'an passé à 22, les actions seront aujourd'hui à 32, donc 40% d'augmentation en un an. Ben oui. Alors donc c'est bon. Ce qui est toujours un peu drôle avec la Caisse, c'est que pour supporter CGI qui va acheter Logica, ça, ils sont bien en faveur, parce qu'ils savent que le prix de l'action va augmenter, qu'il va y avoir des synergies, que ça va faire une entité plus grosse, plus efficace, plus productive, qui va être capable de mieux se défendre à travers le monde et qui va mieux satisfaire les clients. Mais quand vient le temps que Lowe's veuille acheter Rona pour faire une entité plus grosse, qui va être plus productive, qui va mieux servir le client, que ça coûte moins cher, là, ils sont contre. Ils sont contre. Alors donc, on voit que la Caisse, des fois, sont un peu contradictoires. Ils vont supporter les entreprises québécoises qui veulent acheter les entreprises étrangères, mais ils vont tout faire pour empêcher les entreprises étrangères d'acheter les entreprises québécoises. Alors que les gens pensent que c'est mauvais que les étrangers achètent des entreprises québécoises, mais d'abord, c'est bon pour les propriétaires de compagnies québécoises qui sont capables de vendre leurs actions à haut prix. Puis deuxièmement, ça permet à ces compagnies québécoises-là d'ouvrir, d'être capable d'ouvrir leur marché à travers le monde grâce à l'acheteur. Puis l'entrepreneur québécois qui vend sa compagnie puis qui fait plein de cash, il va peut-être partir à une autre compagnie, on le sait pas. Ben, il va peut-être mettre l'argent en banque, la banque va leur prêter à quelqu'un, il va peut-être la dépenser, coudonc tant mieux, ou il va peut-être la réinvestir. Alors donc, je trouve tout simplement que la Caisse, des fois, a des raisonnements contradictoires. Mais CGI, c'est vraiment une belle compagnie. Oui. Serge Godin a fondé ça à Québec en 1976 avec André Imbeau, puis ils ont vraiment bien fait. Ils sont allés publics en 86, l'action était à 6,5 $. Alors vraiment grosse. Il faut dire que le gouvernement du Québec les aide aussi. Ils ont pogné des gros contrats que le gouvernement du Québec au revenu, entre autres, me semble. Des gros contrats. Je te dirais que ils ont vraiment décollé avec Bell Canada là, dans le milieu des années 80, où ils avaient acheté Bell Sigma, qui était la filiale informatique de Bell. Mais écoute, ces gars-là sont vraiment bons. Ils performent bien. Donc, c'est le fun de les voir aller. Puis, c'est un beau modèle pour les entrepreneurs québécois. Puis, il faut en être fier. Alors, c'est vraiment le fun. Au cours des derniers jours, on a été mis au courant de la vente des entreprises de Tony Accurso, là. Je pensais voir ton nom, je pensais que tu un de ceux des actionnaires ou nommé sur le conseil d'administration. Je regarde, là, il y a Gaétan Frigon qui est là, Yves Duhem, Maître Lisanne Dosti. Je la connais, Lisanne, Guy-Georges Lever, Mario Bertrand, puis je pensais, écoute, Adrien Pouliot, t'es pas là? Ouais. Comment ça, t'es pas là? Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord, il faut distinguer entre les actionnaires d'une compagnie puis le conseil d'administration. Oui. Alors, donc, les actionnaires, ce sont pas ces gens-là. Lisanne Dosti, Gaétan Frigon, ils ont peut-être quelques actions, là, mais c'est pas des gros actionnaires. Les gros actionnaires, donc, ils sont comme restés en arrière. Puis la conférence de presse, ça a été faite par les administrateurs, les gens qui ont choisi, les administrateurs. Donc, M. Frigon, puis ces gens-là. Ils sont plus... Mais tu sais, ces gens-là, finalement, sur un conseil d'administration, moi, j'ai été sur plusieurs conseils d'administration. Bon, tu sais, tu te rends compte une fois tous les 3 mois. Puis là, le président te dit, voici ce que j'ai fait pendant 3 mois, voici ce qu'on a fait pendant 3 mois.
Et voici les résultats financiers. Nos ventes ont augmenté de 6,2 %, les dépenses 4,6 %, les profits sont en hausse, bon, tout ça. Et là, puis là, tu retournes chez toi, puis tu retournes 3 mois après. Puis là, ben, encore la même histoire. Tu sais, alors, les tendances. Puis... Ben, tu sais, un conseil d'administration, là, c'est pas lui qui signe les chèques. Non. C'est pas lui qui négocie les contrats. C'est lui qui donne les grandes tendances, c'est ça, qui aide à passer à travers les mauvaises périodes. Il peut donner des conseils, mais on a vu un paquet de conseils d'administration qui sont fait berner par les dirigeants qui leur disaient pas tout ce qui se passait aussi. Exactement. Alors, c'est ça. Puis en plus, quand tu as un actionnaire de contrôle, un actionnaire qui est là, puis qui nomme son conseil d'administration, on m'a dit en affaire, un conseil d'administration, il faut que tu sois vraiment indépendant. Puis, moi, je me rappelle, j'étais sur des conseils d'administration des compagnies de M. Pellado que lui contrôlait. Puis moi, je lui disais, écoute, Pierre-Carl, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de la job. Là, je te fais ça pour rendre service, puis je vais vraiment te dire ce que je pense. Puis si t'es pas content, tu me foutras à la porte. Ben, c'est sûr. Mais c'est ça qu'ils veulent, de toute façon. C'est ça qu'ils veulent. Mais mon point, c'est que de penser que maintenant, ces entreprises-là sont plus attachés à des choses qui sont pas correctes parce qu'il y a des administrateurs qui sont là. Tu sais, il faut faire attention. Les gestionnaires sont encore là. Je porte pas de mauvaises intentions, mais je fais seulement dire que faut pas dire que parce que ces gars-là sont là, ça garantit absolument là, que tout va être clean 100%, puis tout va être beau, puis tout va être correct. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, dans la façon qu'ils se sont présentés. Ils ont dit, Mario Bertrand, que je connais aussi, là, qui est président du conseil d'administration, a dit, nous, on est les garants de l'indépendance de l'entreprise à l'égard de l'ancien propriétaire. Nous sommes aussi porteurs de nouvelles règles d'éthique et de conduite des affaires. Mais il y a quand même les 2 fils de Curso qui sont là comme actionnaires. Là. Ouais. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. C'est sûr que c'est une belle entreprise, puis c'est le fun de voir ça. Mais est-ce que... je pense que c'est un peu vite là, de dire que tout est parfait. Tout a changé, c'est une nouvelle compagnie. Mais c'est une opération de relations publiques aussi qui s'est faite cette semaine. On a déjà changé le logo, hexagone sur les camions. Il y a du PR là-dedans. Mais dis-moi, tu viens d'en parler, on parle de conseil d'administration, tu as parlé de Pierre-Carl Pellado, on n'a pas pensé d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de Pierre-Carl nommé sur le conseil d'administration de Hydro-Québec? Écoute, moi je connais Pierre-Carl depuis longtemps. La première fois que j'avais rencontré, il arrivait d'Europe, il avait les cheveux aux fesses, puis j'avais fait signer des papiers quand j'étais avocat. Il m'avait trouvé que j'étais bien stock-up. Donc on se connaît un peu, tu sais, on a fait des transactions ensemble dans le passé. Bon, c'est un gars qui, c'est vraiment un driver. Tu sais, quand il a acheté Vidéotron, là, tu sais, il fouillait dans les poubelles pour voir qu'est-ce que les techniciens jetaient, là, puis tu sais, si jetait trop de fil, il trouvait ça épouvantable. Alors, moi, c'est un gars d'opération, un gars de détail. Maintenant, être président du conseil d'une société d'État, ça veut pas dire que c'est toi qui opères la business, là. Non, c'est ça. Encore une fois, on vient dans la même discussion, là. Tu sais, c'est quoi ton rôle? Orienter, faire des suggestions, tu sais. C'est ça. Tu sais, je veux dire, t'es là pour tenir l'assemblée, t'assurer que le président de l'entreprise donne l'information au conseil. C'est pas une job à temps plein non plus. Non. C'est pas supposé non plus. Normalement, tu veux pas. Même si Hydro-Québec, ça paye bien, il n'y a pas besoin de ça. De toute façon, il a dit qu'il ne prendrait même pas de salaire pour le faire. C'est ça. Mais la question que je me pose, pourquoi le gouvernement, Hydro-Québec, c'est le gouvernement, l'a choisi et pourquoi lui a accepté? C'est ça la question que je me pose. S'il cherche, c'est ça, c'est une bonne question. Est-ce que le gouvernement cherche à faire des changements à Hydro-Québec? Si c'est ça qu'ils veulent faire, c'est pas en nommant un nouveau président du conseil, normalement, que c'est pas comme ça que tu le fais. Tu changes le président. Oui, c'est ça. S'ils n'aiment pas Thierry Viendal, qu'ils changent. Alors donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Quel est son vrai mandat à Pierre-Carl? Je sais pas. Puis lui, pourquoi avoir accepté d'être là? Honnêtement, ça, je pense que j'ai lu un peu ce qu'il a fait. Pierre-Carl, je pense qu'il voit depuis longtemps l'exemple, par exemple, des entrepreneurs américains comme les Bill Gates puis les Warren Buffett qui ont pas Warren Buffett surtout, mais Bill Gates qui a transféré son entreprise à une fondation. Et je pense qu'il a toujours été fasciné par ça. Et il voyait que maintenant, c'était peut-être le temps pour lui là, de planifier une sortie. Alors, mais tu sais, c'est un gars qui est bien trop actif pour... Mais ça, il faut qu'il se tienne occupé. Mais là, ils vont les Nordiques, là, s'occuper, là. Ouais, c'est ça, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui qui va être le directeur général, j'espère, là, tu sais. Alors donc, je pense que c'est correct. Puis bon, on sait que Pierre-Carl, c'est vraiment un nationaliste, là, tu sais, qui veut... je pense que c'est vrai, il veut vraiment servir le Québec. Puis c'est une belle position, mais
moi, ce qui m'inquiète, c'est ça va être quoi son rôle? Parce que le conseil d'administration de Hydro-Québec, dans un sens, ils font quoi ce monde-là? Ils reprennent. Ouais. Si le gouvernement décide tout, décide de bien des choses. Toi, tu ne vois pas un problème du fait qu'il est président d'une compagnie de médias, puis le fait qu'il est là? Ben, c'est-à-dire que ça va être un petit peu difficile pour les journalistes du Journal de Montréal de critiquer Hydro-Québec. Ouais. C'est sûr. Il n'y aura pas besoin de leur envoyer un mémo. Non, les gens, ils savent. Là. Les journalistes vont... Au lieu de dire A, ils vont passer par B, C pour aller à A, mais ça va être fait plus soigneusement. Ça, c'est déjà là présentement. Est-ce qu'ils peuvent critiquer Vidéotron, Québécois, de la même façon? Les gens de la presse, journée de la presse, ils peuvent-tu critiquer l'entreprise de Power Corporation? Non, t'as-tu compris? Parce que Pierre Carl, il est plus le président de Québécois, mais c'est encore lui qui a le contrôle des actions. Il est encore là. Tout le monde est... son ombre est là partout. Là. Alors donc, les journalistes, ils savent très bien que s'ils vont dire des conneries sur Hydro-Québec, ben ça risque d'être difficile. Alors, il y a un malaise. Là. Il y a vraiment... Mais tu sais, mais pour un gars, comme tu dis, qui est nationaliste... Tu regardes les articles du Journal de Montréal, Journal de Québec depuis quelques années, une méchante gang là, qui ramasse les nationalistes là, dans le Journal de Québec. Ils sont pas nécessairement sympathisants avec sa cause à lui. Oui, absolument. Pourquoi qu'il intervient pas? Parce que s'il n'y avait même pas ça, il y en a une couple qui aurait pris à la porte là, s'il trouvait qu'il y en avait qui étaient trop... Mais faut qu'il y ait les deux, regarde. Faut qu'il y ait les deux. Il a quand même amené au cours des 5-6 dernières années des grandes gueules dans ces médias-là qui sont de droite nationaliste. La famille Desmarais fait la même chose parce que c'est une gang de gauchistes dans la presse. Là. Ouais, tu sais, je veux dire, M. Péladeau père, lui, là, quand il descendait de Sainte-Marguerite à Montréal, à tous les matins, dans sa Rolls-Royce, il lisait le journal en arrière. Puis quand il aimait pas quelque chose, il prenait son téléphone puis il appelait. Ah ouais. Puis je gênais pas. Alors lui, il avait vraiment très gros contrôle sur vraiment ce qui sortait. Bon, à mesure que l'entreprise grossit, tu peux pas faire ça tout le temps. Et je pense pas que Pierre Carl fait ça. Je sais que les Desmarais ne font pas ça. Ils ont pas le temps là, de commencer à tout checker. C'est de la petite business pour eux, de toute façon, les journaux au Québec. Là. Moi, quand j'étais à TQS, oui, je le faisais dans le sens où je regardais notre bulletin de nouvelles, puis j'intervenais, mais pas tous les jours. J'allais voir les journalistes une fois de temps en temps, puis je leur disais, écoutez, voici le positionnement éditorial qu'on va avoir à TQS. Nous autres, c'est un peu le Journal de Montréal. C'est les chats écrasés, les accidents d'auto, c'est ça qu'on veut. Ouais. Et les nouvelles internationales, on va laisser ça à quelqu'un d'autre. Puis étant donné que j'ai pas le temps à tous les jours là, de checker ce que vous faites, je me suis nommé un directeur des nouvelles qui me représente. C'est ça. Alors donc, tu donnes la ligne éditoriale. Mais écoute, de temps en temps, j'allais voir les journalistes, je disais, écoute, là, on peut-tu arrêter de voir Gérald Larose tout le temps à TV? Là, je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Ça sert faire peur aux auditeurs. Ouais, Merci Adrien d'être venu. Ça fait plaisir.